Celsner qui vous accompagne. François Bersani, c'est vrai qu'on a cette succession de drames, de faits divers qui touchent de plus en plus les jeunes. C'est ce que constatent aussi les forces de police sur le terrain. Oui, je pense que les 3 ou 4 derniers mois, on avait un focus sur la Covid et on a cru à une parenthèse enchantée avec une baisse de la délinquance, une baisse des bagarres ou des rixes ou des attaques en interquartier ou dans les cités sensibles d'Île-de-France ou même des grandes métropoles. Mais non, en fait, nous qui sommes toujours sur le terrain, ça a toujours été constant. Ça s'est accentué avec le confinement ? Non, ça s'est pas accentué. On peut pas dire qu'il y ait, alors je vais pas revenir sur le terme ensauvagement sur lequel on avait beaucoup discuté aussi en 2019-2020. C'est-à-dire que quand l'actualité en fait est un peu moins forte sur un sujet très prégnant comme le Covid, on est dans un tunnel, Covid depuis 2020, la délinquance, la criminalité revient à la une puisqu'elle est toujours là et toujours prégnante. On l'a vu avec les rixes et les mineurs décédés. On a maintenant de plus en plus en effet de mineurs qui décèdent. Alors souvent ce sont des bagarres qui partent de faits anodins, des mauvais regards, des histoires de jalousie, des histoires de querelles amoureuses, des choses qui prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas faire ici le procès des réseaux sociaux, même les adultes comme nous maintenant, ils ont une responsabilité. Disons que ça véhicule plus, c'est plus facile maintenant de se rallier et de se rassembler grâce aux réseaux sociaux qu'avant avec le bouche à oreille, on se retrouve à 15h place de la mairie et puis on va... Voilà. Donc c'est plus facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais c'est juste un instrument, les réseaux sociaux. C'est pas ça qui crée aujourd'hui les attaques entre jeunes. Qu'est-ce qui crée ça alors, selon vous ? Alors, pour nous, il y a deux sujets principaux. Tout d'abord, il y a beaucoup de mineurs maintenant n'ont plus la conscience en fait de la gravité de bagarres et de violences qu'ils peuvent exercer, peut-être parce que trop de télévision, peut-être parce que trop de films, peut-être parce que trop justement cette bulle qui fait que pour eux c'est assez virtuel en fait. La violence devient assez virtuelle quand vous jouez à des jeux vidéo toute la journée ou quand vous passez vos soirées devant la télé parce qu'il n'y a pas d'adultes qui vous font faire des choses, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de jeunes, des associations qui vous font faire du sport. Eh bien pour vous donner un coup de couteau, de tirer au pistolet, bon, ça devient presque, ce serait presque, sans effet, ce serait presque indolore. Il y a ça, et puis aussi il y a une couverture du terrain qui n'est plus assurée, par la police parce que les effectifs plongent de mois en mois dans un espèce de silence assourdissant. Moi, je vois sur mon département des Yvelines où il y a beaucoup de cités sensibles, avec Trappes, avec Chanteloup-les-Vignes, Poissy, Mantes, les Mureaux et j'en passe. On a perdu 300 policiers de voie publique en 10 ans. Ça passe sous les radars. Et le cas des Yvelines, c'est pareil sur la Grande Couronne ou sur Paris. Et puis, on a aussi un tissu associatif qui s'est plus que lyophilisé. Alors, ce qu'on appelait les grands frères, ce qu'on appelle les associations, on va dire, d'utilité publique. Bon, ça c'est beaucoup lyophilisé, en effet. Et donc, il y a de moins en moins. Il y a de moins en moins. Et puis, ils sont peut-être de moins en moins aussi bien intégrés dans les quartiers parce qu'il y a maintenant, c'est des guerres de territoire. La police est considérée comme une bande ennemie. Donc, on est attaqué comme le quartier d'en face. On l'a vu avec les attaques au mortier ou les attaques sur les véhicules de police incendiés. On va en parler de ce qui s'est passé à Mulhouse, d'ailleurs. C'est une vraie guerre de territoire maintenant. Donc il y a ces deux facteurs. Moins de couverture de l'État. L'État n'est plus aussi présent qu'avant. Et puis aussi, chez ces jeunes, une perte de repères. Alors on essaie de stigmatiser les parents. Tous les débats sont possibles avec la sanction. Après, c'est vrai qu'il y a un dénominateur commun, Jean Garrigue, dans ces faits-là. C'est d'une part, la jeunesse, il y en a toujours eu des bagarres entre bandes rivales. Mais là, on a peut-être passé un palier, justement, et un cap dans le niveau de conséquences, avec plusieurs morts en seulement quelques jours, de mineurs de 15 ans. Est-ce que vous partagez ce constat ? La télévision, les jeux vidéo, le manque d'encadrement, c'est ce dénominateur commun-là dont je parlais ? Oui, toutes les raisons qui peuvent expliquer cette perte de conscience de ce que sont les règles d'une vie sociale, d'une vie en commun. C'est quelque chose d'assez frappant parce que cette violence de bande, ça a toujours existé. On peut remonter aux Apaches du début du XXe siècle ou aux blousons noirs des années 50. Des sociologues vous disent que au fond, en tout cas, cette violence de bande, depuis 30 ans, n'a pas augmenté.
si ce n'est peut-être dans les toutes dernières années. Donc c'est une vraie question qu'on peut se poser. En revanche, c'est vrai que ce qui interpelle, c'est cette question de la relation de l'individu à l'autorité, au pouvoir, à l'ordre républicain. Mais je parle de l'ordre au sens des interactions sociales des citoyens que nous sommes. Et ce qui m'a interpellé, moi, par exemple, c'est que ce qu'on croyait réservé, enfin ce que certains pensaient réservé aux quartiers, entre guillemets, liés notamment à ces territoires de petits caïds de la drogue. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, par exemple, du côté de Dourdan, je crois que ça s'appelle Saint-Chiron, où il y a eu des bandes comme ça qui se sont affrontées dans un milieu qui est un milieu suburbain, qui n'est pas le milieu classique de ces quartiers ou des cités dont vous parliez dans les Yvelines, que je connais bien puisque j'habite dans ce coin. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui est au-delà même des contingences sociales, qui est au-delà même de toutes les explications socio-économiques qui sont importantes et qu'on a trop souvent tendance à négliger, mais quelque chose qui se joue de culturel, de la relation à l'autre, du respect de la vie et de la prise de conscience qu'on a de la vie. Et c'est vrai que là, il y a plein de choses qu'on peut dire, les réseaux sociaux, la télévision, mais je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus profond dans notre société, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble. Alors, Benjamin Morel, et après je vous donne la parole, David Guiraud. Oui, non, rapidement, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une bande? C'est un lieu de socialisation en réalité. Grosso modo, je suis dans le système scolaire. Une fois que je suis sorti du système scolaire, qu'est-ce que je fais? Dès le moment où vous n'avez pas de structure parascolaire, dès le moment où les associations, vous l'avez dit, sont atrophiées, lyophilisées, dès le moment également où l'État ne tient pas son rôle d'accompagnement, dès le moment où vous avez un système scolaire défaillant parce qu'un retrait du service public de certains territoires, il y a l'aspect sécuritaire évidemment, et je vous rejoins, il y a également l'aspect scolaire et parascolaire qui est important. Donc il y a une responsabilité de l'État selon vous dans cette défaillance. Oui, c'est-à-dire que d'un côté, dès le moment où vous n'avez rien à faire, vous trouvez un lieu de socialisation. Le lieu de socialisation, c'est la bande. Elle crée une solidarité, elle crée un sentiment d'appartenance. Et là, le problème, c'est qu'en effet, vous avez un retrait de l'État et vous avez des élus locaux qui ne peuvent pas prendre le relais parce que les territoires les plus pauvres, sont les territoires où les collectivités territoriales ont le moins de moyens. Et donc, elles n'ont pas forcément les moyens de mettre en place toutes les structures qui sont nécessaires. Donc là, vous avez un effet pervers de cette affaire et vous avez un cercle vicieux qui s'installe. C'est le premier aspect. Ensuite, il y a l'aspect, en effet, développement des réseaux sociaux et des messageries instantanées qui, en réalité, posent un vrai problème. Elles posent un problème du point de vue du renseignement. Parce que pour l'un comme pour l'autre, on a affaire à des sociétés qui sont de droit étranger, droit californien, droit russe. Et donc, à partir de là, avoir accès à ces messageries, arriver exactement à savoir comment se passent ces RICS, c'est très difficile en amont. Et en aval, ça crée un effet de mimétisme. Parce qu'en effet, dès le moment où vous avez une montée en puissance de ces choses-là sur les réseaux sociaux, vous avez un effet mimétique de la part d'autres bandes. Et ça, dès le moment où vous ne pouvez pas agir sur celui qui diffuse l'image, vous pouvez agir très tardivement et très difficilement, vous encouragez le phénomène. Là, on a un vrai souci. Et c'est justement cette zone grise un peu autour des GAFAM. Je vous donne la parole, David Guiraud, juste après la pause. Sage. Promis, ça sera vous qui la prendrez. À tout de suite, restez avec nous sur CNews. De retour sur Midi News et on revient bien sûr sur cet événement dramatique à Bondy. Je vous avais promis de vous donner la parole, David Guiraud, sur cette affaire. Oui, moi je trouvais que les interventions étaient de qualité. On peut avoir un vrai débat, ce qui est assez rare sur le sujet, pour être honnête. Moi, de ce que je vois dans ma vie, c'est pas un sujet nouveau parce qu'au Lila, en fait, il y a eu beaucoup de règlements de compte. Moi, je me souviens, le premier mort, c'était quand j'étais au collège, entre bandes. Donc on parle souvent de délinquance des mineurs. Moi, le premier constat, après on peut voir d'où ça vient, mais la première chose que j'aimerais dire, c'est quand même qu'effectivement, on ne peut pas mettre tout sur le dos de la police, parce qu'en vérité, le problème quand on a des règlements de compte, c'est d'être au courant. Et en fait, d'avoir des gens, par exemple, des mamans, des papas, des médiateurs, des grands du quartier, qui soient au courant et qui puissent faire remonter l'information, pas uniquement d'ailleurs à la police, mais à des services sociaux, à la mairie, parce que la présence du maire, par exemple, moi je me souviens, mais que la présence du maire ou de responsables aussi politiques à la sortie du collège, quand on sait que peut y avoir une descente d'un collège à l'autre, comme moi j'en ai vu dans ma vie, ça change beaucoup de choses.
Et donc effectivement, il y a la question de comment on se renseigne. Et effectivement, sur la question de la fondue des effectifs de police, par exemple, moi je pense qu'on a besoin d'une police de proximité, d'un retour à ça. C'est-à-dire de policiers qui connaissent mieux leur terrain, qui ont le temps de nouer des relations, mais qui connaissent quand même un peu mieux les gens, plutôt que d'avoir des gens venus de l'extérieur, qui connaissent beaucoup moins le terrain, et qui aient le temps, encore une fois, de faire autre chose que juste ce qu'on appelle le maintien de l'ordre, mais qui aient le temps de garder la paix, c'est-à-dire d'avoir une relation un peu plus apaisée aux gens. Donc ça, c'est sur le premier point. Maintenant, d'où ça vient ? Je pense qu'on peut avoir la discussion là-dessus. Moi, honnêtement, je ne crois pas que ce soit les jeux vidéo ou la télé, même si ça joue sûrement. Pour avoir travaillé un peu dessus et être en train de travailler dessus sous l'égide d'Éric Coquerel en ce moment, qui travaille sur une proposition de loi pour lutter contre le trafic de drogue, justement, parce qu'il y a beaucoup la question du trafic de drogue en vérité. Ce que nous disent les gens qui travaillent sur le sujet, des acteurs médico-sociaux, ils nous disent deux choses. D'une, on ne peut pas avoir une approche centrée sur une seule approche. Par exemple, c'est pas juste éducatif, c'est pas juste la police, c'est pas juste la justice, c'est pas juste le médical. Il y a plein de raisons et en fait, souvent, on se retrouve en face de jeunes qui sont violents parce qu'eux-mêmes, dans leur enfance, ont été exposés à la violence. Il y a aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a 140 000 jeunes déjà qui sont déscolarisés quasiment chaque année, malgré le fait que la scolarité soit obligatoire jusqu'à 18 ans. Et puis le suicide, qui est quand même la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, c'est une réalité aussi. Il y a un mal-être et il y a 2 enfants par jour qui meurent de sévices, de mauvais traitements. Et en fait, on se retrouve en face de jeunes qui, par exemple, quand vous avez été battus, humiliés, ou quand vous avez un père ou une mère qui a été absente, ou violé aussi, parce que ça existe beaucoup, le rapport à l'autorité devient extrêmement difficile. En fait, le rapport avec le monde des adultes devient extrêmement difficile. Et moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. C'est comment vous corrigez la relation entre le jeune et l'autorité, que ce soit le professeur, le policier ou le médecin, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je critique, c'est que les réponses données par les gouvernements en France sont essentiellement des réponses d'ordre pénal, quoi. Voilà. Alors, on fait pas beaucoup de cadeaux aux jeunes. J'entends beaucoup dire qu'il y a un laxisme de la justice. Bon, il y a des problèmes de délai. C'est ce que vous demandez aussi du côté des syndicats de police. C'est une moi, je peux réponse comprendre pénale peut-être plus rapide. Alors, rapide, oui, je peux comprendre un policier qui dit, voilà, moi, je passe mon temps, j'arrête quelqu'un, je le vois dans la rue 3 jours après, c'est pas normal. Mais ça, c'est parce qu'il manque des greffiers, des magistrats dans les tribunaux, hein, c'est pas une volonté des magistrats. Maintenant, par contre, j'alerte sur le fait que la réponse pénale uniquement n'est pas la bonne solution. Si on considère que ces jeunes peuvent évoluer dans leur vie, sortir des parcours de délinquance, je pense que c'est pas en les mettant en prison ou dans des centres pénitentiaires pour mineurs qu'on les rendra meilleurs, parce que justement dans les centres pénitentiaires pour mineurs, globalement, ils font quoi? Ils regardent la télé, ils ont accès à un peu d'éducation, mais très peu par rapport à ce que peut vous donner une école, et avec des services sociaux qui sont débordés parce qu'ils n'ont pas les moyens de les faire. Moi, je salue leur travail, mais François Bersani, vous l'éducation en prison, c'est difficile. Vous faites ce constat-là aussi? Ah oui, moi ça m'arrive d'être d'accord avec M. Guiraud de la France Insoumise, pas tout le temps, mais ça... Oui, on a vu plusieurs passes d'armes, mais c'est un débat. On plaisante, on met un peu d'humour, mais M. Guiraud a raison. En fait, quand la police et la justice sont saisies de ces affaires, c'est que ça a échoué avant. C'est-à-dire que la police et la justice, ça n'est pas d'être proactif et sur l'éducation des enfants, sur la prise en compte éventuellement sur les activités parascolaires, périscolaires. Donc c'est vrai que quand la police et la justice, on est toujours là en réaction. On est en réaction à un événement. Et en effet, vouloir envisager de précéder des actes de violence ou des actes de délinquance entre mineurs, c'est compliqué pour la police. Ça n'est pas son métier. Après, là où M. Guiraud a de nouveau raison, c'est qu'en effet, la police est devenue une force de projection, parce que faute d'effectifs et faute avec l'abandon de la police de proximité qui avait amené en effet dans les quartiers, quand c'était le cas, en fait une proximité, comme son nom l'indique, immédiate, où la collecte du renseignement, où les rapports, on parle aujourd'hui, le grand mot à la mode, c'est retisser le lien population. À l'époque, les liens étaient tissés, les grands frères, les grands-mères, les mères venaient dans des postes de police, il n'y avait pas d'ostracisme, et venaient signaler des faits. Alors c'était pas toujours des délits, ça pouvait être des nuisances, ça pouvait être des troubles dans la famille, des atteintes, mais il y avait un dialogue. Mais il y avait un dialogue permanent, et quand la police intervenait, elle était déjà dans le quartier, elle pouvait très vite constater, élucider. Aujourd'hui, voilà, on est une force de projection, on arrive quand le mal est fait,
Et après, sur la réponse pénale des mineurs, en effet, on a un gros souci, mais tous les spécialistes qui se sont basés sur la réponse pénale, le mineur, contrairement au majeur, lui, il a besoin qu'on lui mette des freins tout de suite. C'est-à-dire qu'autant un majeur peut comprendre qu'il sera jugé dans 6 mois, 1 an, puisque les délais sont comme l'élastique, on est en train de tirer sur l'élastique sur les délais de réponse pénale, mais le mineur, lui, si on lui met le même délai, à 6 mois, 1 an, c'est à peu près les délais pour passer devant un juge des enfants, lui, il n'a pas compris. Il lui faut un signal fort et ferme tout de suite. Je ne dis pas de l'enfermer tout de suite, je dis juste une réponse ferme. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Alors, M. Dupond-Moretti a commencé à prendre un début de commencement d'engagement en disant on va raccourcir la réponse pénale liée à un mineur. Pour l'instant, on n'a rien vu vraiment de très palpable au niveau des services de police. Et puis, on a toujours le serpent de mer de l'ordonnance de 45 qui a été toiletté 75 fois. Alors, rappelez ce que c'est. Voilà, donc c'est la loi, entre guillemets, en France qui prévoit et qui prévoit les sanctions à l'égard des mineurs. Ça a été toiletté depuis 1945 X fois. Est-ce qu'à un moment, on va se pencher vraiment et on va refaire quelque chose de plus simple, de plus lisible et qui puisse être en 2021 quelque chose de plus agile pour agir sur la procédure pénale des mineurs? Jean Garrigue, si on écoute un petit peu les avis de chacun, on a quand même l'impression que le dénominateur commun, encore une fois, c'est le manque de moyens à la justice pour une réponse rapide, le manque de moyens à la police pour une police de proximité et un vrai dialogue peut-être avec les citoyens. Et finalement, l'État ne le fait pas. Oui, je crois que c'est un constat qui s'impose. C'est un constat d'un manque de moyens. Donc on pourrait finalement répondre à cette problématique assez rapidement en faisant. Oui, sauf qu'on pourrait on pourrait faire ce constat aussi. On en a parlé tout à l'heure pour ce qui concerne le secteur de la santé, de la réindustrialisation, etc. On voit bien qu'il y a un déficit d'État dans ce pays, ce qui est un paradoxe puisque nous sommes un des pays les plus étatiques des grandes démocraties libérales et qui fait fonctionner a priori un État-providence, même s'il y a beaucoup de trous dans la raquette de cet État-providence. Non, effectivement, on voit bien. Bon, d'abord, ce qui ressort de notre discussion, à quel point les explications sont multifactorielles et que le débat public, il a tendance à se focaliser sur 2 ou 3 comme ça espèces de tabous qui faussent complètement l'appréhension et que la question fondamentale d'expliquer pourquoi, puisqu'on parle des mineurs, il y a cette incompréhension de ce que peut signifier l'autorité. C'est quelque chose d'essentiel qui passe par la pédagogie, qui passe par des solutions de proximité, qui passe par le social, mais en permanence par la pédagogie, qui passe aussi par une interpellation des familles, puisqu'il y a aussi un questionnement qui se pose là, mais cette interpellation des familles ne peut pas être uniquement répressive, ne peut pas avoir uniquement la forme de sanction. C'est quelque chose qui relève du dialogue en permanence. Donc vous voyez, c'est multifactoriel et les solutions, là aussi, sont plurielles. Et c'est des solutions qui reposent effectivement sur des moyens. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Alors, on est dans un moment de reconstruction de la société, des sociétés démocratiques d'ailleurs. C'est la pandémie qui l'impose, mais ça a commencé avant, cette phase de transition des démocraties démocratiques. Avec le numérique, avec les réseaux sociaux. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on a vu avec les Nuits debout, mais bien avant même, y compris avec les marcheurs. Ce sont des symptômes d'une société qui se reconstruit. Eh bien, essayons de reconstruire justement notre État-providence, notre système politique, en pensant à ces enjeux-là, qui sont des enjeux essentiels, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, je veux dire, avec cette ségrégation sociale et culturelle en permanence de populations qui vivent dans une autre culture, dans une contre-culture par rapport à notre culture républicaine. Je parle de la culture républicaine, je ne parle pas de culture nationale, où on se comprend. Donc voilà, il y a quelque chose là qui est très profond et qui ne peut passer effectivement que par des moyens. C'est la police de proximité, c'est des moyens, le renforcement du pénal, c'est des moyens, la pédagogie sur le terrain, le rôle des associations, ce sont des moyens. Voilà. Benjamin Morel. Oui, c'est un problème de moyens, de volonté politique également. C'est-à-dire que, grosso modo, on est depuis les années 90 dans un logiciel, il faut baisser le nombre de fonctionnaires et donc, in fine, la présence de l'État. Pour bien le comprendre, il faut voir qu'il y a 3 fonctions publiques. Vous avez la fonction publique d'État,
qui est la seule qui a baissé depuis 2000, environ moins de 2% de fonctionnaires. Vous avez la fonction publique territoriale sur laquelle vous n'avez pas de levier parce qu'il y a la libre administration des territoriales, des collectivités territoriales qui a augmenté de plus de 40%. Donc comme on est dans ce discours-là, on équilibre avec la fonction publique d'État et vous avez la fonction publique hospitalière qui a modérément augmenté. Dans la fonction publique d'État, on a l'impression qu'il n'y a que des gens, des grade-papier dans les ministères. En réalité, les gros effectifs de cette fonction publique d'État, c'est qui ? C'est les enseignants, les juges et les policiers. Et là, justement, on a fait pression, y compris la droite, quand elle était au pouvoir. La RGPP, qui a supprimé plusieurs dizaines de milliers de policiers, c'était sous Nicolas Sarkozy. On a eu un affaiblissement de cette fonction publique-là qui est fondamentalement essentielle. Alors on pourrait dire plus de 40% dans les collectivités territoriales, donc elles ont pris le relais. Le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les collectivités territoriales n'ont pas les mêmes ressources. Les plus riches ont les moyens. Quand Christian Estrosi dit « pas de problème, la sécurité, déléguez-moi tout, et moi, à Nice, je vais vous mettre de la police municipale et de la vidéosurveillance, vous verrez, ce sera parfait. Ouais. » Nice en a les moyens. Bondy en a beaucoup moins. 550 policiers municipaux à Nice, plus que les effectifs du commissariat de police national. Voilà. Donc, quand vous dites, grosso modo, il n'y a pas de problème, on délègue aux collectivités, vous créez l'inégalité, vous renforcez les inégalités déjà présentes. C'est-à-dire que les personnes qui vivent dans des territoires en difficulté vont se déplacer du coup dans les territoires où il y a plus de richesse et où il y a une meilleure sécurité, amenant avec elles leurs ressources et laissant encore un peu plus paupériser les territoires qui avaient déjà des problèmes. Donc là, vous avez un problème de creusement des inégalités, et les inégalités économiques, c'est également aujourd'hui des inégalités en termes de sécurité. Et justement, ces inégalités, elles donnent lieu à des scènes assez terribles. C'est le cas à Mulhouse. Regardez, c'était ces images, justement, hier, où David Guiraud, c'est vrai, c'est important de les montrer, ces images. On n'hésite plus à incendier un véhicule de police. Voilà, bon, ça traduit quand même quelque chose d'assez inquiétant. Encore une fois. Je crois qu'il y a ça a été dit, mais je crois que le lien est en train de se casser entre l'État et une partie de sa population, et donc y compris la police. Mais parce que le problème des dirigeants aujourd'hui, c'est qu'en réaction à ce genre d'image, ils nous disent qu'il faut faire des politiques beaucoup plus sécuritaires. En fait, on met sur le dos de la police tous les problèmes de la société. Mais la police ne peut pas résoudre tous ces problèmes. Ne vous attendez pas à ce que la police puisse résoudre des problèmes de gamins qui ont été battus quand ils étaient enfants et qui ont un problème avec l'autorité. C'est pas possible, en fait. Et c'est tout le problème des discours sécuritaires qui se multiplient. Et bon, il y a ça. Et il y a une deuxième chose, c'est que je pense qu'on a un problème de moyens. Ça a été dit et je suis totalement d'accord. Il y a un problème aussi dans la manière dont on conçoit le problème de la délinquance des mineurs et comment on la résout. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui nous disent qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation, et donc qui font des qui font des grands programmes éducatifs, mais qui ne correspondent pas, y compris aux attentes des jeunes. Au bout d'un moment, il faut aussi, quand vous voulez guérir un jeune de sa souffrance, parce qu'en vérité, c'est souvent ça, quand vous voulez le guérir, il faut se mettre autour d'une table, il faut se dire quel est ton projet, qu'est-ce que tu veux faire, comment est-ce que les différents acteurs se relaient pour prendre en charge un jeune, parce qu'en fait, dire qu'il ne faut pas multiplier les réponses pénales, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de prise en charge. La question de la prise en charge, justement, c'est comment tous les acteurs de la chaîne, du médical, parce que des fois, il y a des problèmes d'addiction aux drogues, à l'alcool, qui, dans les passages à l'acte, jouent aussi, à l'éducatif, à la chaîne pénale, doivent se succéder tous de manière efficace et raisonnable. Et en fait, aujourd'hui, plutôt que de grandes lois sécuritaires, on aurait besoin d'un code de l'éducation, par exemple. Un gros code de l'éducation qui prend les mesures éducatives sur comment on redresse des jeunes, comment on les aide à sortir de là, médical parce que comment on résout des problèmes parfois d'ordre médicaux, psychologique pour certains jeunes, pénal aussi, la question pénale d'un coup. Est-ce qu'il faut un peu plus de fermeté sur justement ce volet judiciaire selon vous ? Mais pour moi, la vraie fermeté, c'est de regarder les problèmes en face, de se dire d'où vient le problème et comment je le résous. Les discours qui visent à dire en gros la police doit résoudre tous les problèmes de la société, c'est un discours lâche. C'est une lâcheté, en fait, de dire, bah voilà, on va les mettre en prison, il faut plus de policiers dans le quartier. Bon, moi, je pense qu'il y a effectivement un problème d'effectifs, mais vous voyez, ça ne résout pas le problème parfois de jeunes qui subissent une extrême précarité, une extrême ça ne traite pas le problème, en tout cas, en profondeur, aux origines, justement, c'est ça le problème. De la situation. Et c'est vrai que quand on a des images comme ça, on est indigné. Je veux dire, moi, ça fait plaisir à personne. D'ailleurs, même les habitants de quartier n'aiment pas ces images de voitures incendiées, en vérité. C'est une très petite minorité de gens, une très petite minorité de jeunes à qui ça fait plaisir. Il y en a plein qui sont parfaitement conscients que ça va leur desservir et que le rapport entre la police et la population va être encore plus compliqué, qu'on va avoir aussi des images de policiers qui s'en prennent à des jeunes. Et en fait, c'est un cercle infernal.
Et on essaye de briser ce cercle infernal. Je pense que la majeure partie des gens dans ce pays ont envie de ça, d'un retour à la paix, à une relation apaisée. Mais c'est vrai que quand vous n'avez pas de police de proximité, quand vous avez des responsables politiques qui vous disent que tout doit passer par la police, bah ça marche pas. Et en fait, aujourd'hui, la France, juste pour vous le dire, est le pays qui condamne et qui emprisonne le plus les mineurs en Europe. On est responsable pénalement en France à partir de 13 ans. À partir de 10 ans, on peut avoir un fichage et être défavorablement connu des services de police. Vous connaissez l'expression. En fait, on met des étiquettes aux gens. Et la France est le seul pays à faire ça en Europe. En Suisse, à partir de 10 ans, on a la responsabilité pénale, mais les seules mesures qui sont données, c'est des mesures éducatives. Et on a l'impression que c'est un cercle un peu sans fin. On va rappeler les chiffres avec Elisa Lukowski de ces agressions, en tout cas envers l'institution. Écoutez. En l'espace de 20 ans, eh bien, ces agressions, elles ont plus que doublé, avec un chiffre qui fait froid dans le dos. Chaque jour, plus de 85 faits de violence envers des personnes dépositaires de l'autorité publique sont enregistrés, et ces chiffres ne concernent que la police nationale. Pour le mois de janvier, 2288 faits de violence ont été recensés. Entre les commissariats attaqués et les embuscades, les violences individuelles ou collectives, eh bien, les forces de l'ordre font face à une déferlante d'actes de défiance. Depuis 20 ans, ces agressions, elles ont été multipliées par 2,3 exactement. Une tendance à la hausse bien visible sur cette courbe, avec un pic en 2019 et un total de 31 257 agressions. Parmi les départements les plus touchés l'année dernière, eh bien, on retrouve Paris en tête, juste devant la Seine-Saint-Denis et le Nord. Une violence qui s'est hélas banalisée au fil du temps. L'an passé, la police nationale a recensé 7 décès et 5 412 blessés en mission. Cela représente 14 fonctionnaires quotidiennement touchés dans leur chair. François Bersani, est-ce que vous partagez aussi ce constat justement multifactoriel dont vous parliez tout à l'heure, justement sur cette prise en charge et puis le volet aussi judiciaire ? Alors les effectifs, comme le disait M. Guiraud, les effectifs, c'est pas l'alpha et l'oméga, en effet, pour résoudre le problème. De toute façon, c'était cette question-là, on fait tout reposer sur les épaules des policiers. On a la police et la justice dont on se donne les moyens. Quand on sait que la justice française a le 23e budget de fonctionnement sur les 27 pays européens, on ne peut pas rêver d'une justice qui marche sur ses deux pieds quand on a un budget aussi faible. Puisque un budget aussi faible, eh bien, ça a de l'emprise au quotidien sur les décisions, sur la rapidité de rendu des décisions et sur donc le nombre de personnels de justice qui rendent ces décisions. Et comme c'est une chaîne pénale, à savoir que vous avez le policier, le premier maillon de la chaîne, et qui ensuite la justice, le deuxième maillon de la chaîne, si vous trombolisez un maillon, eh bien ça se ressent sur le maillon en amont et puis ça va se sentir aussi en aval. Moi je me rappelle des débats qu'on avait eus sur ces plateaux aussi avant le Ségur de la santé, où on pensait que pareil, le service des urgences, quand on avait les gros soucis avec l'engorgement des urgences, on attendait des urgences des hôpitaux qu'elles règlent tout, qu'elles règlent le fait qu'on n'avait jamais éduqué les gens, qu'on pouvait aller voir les médecins libéraux pour de la bobologie, qu'il ne fallait pas engorger pour rien les urgences. Tous ces débats sur le système de soins français, on le faisait reposer sur les urgences. Bon, aujourd'hui, l'état de la société française et de la déliquescence, en effet, en matière d'enseignement, en matière de respect de l'autorité de l'État, on voudrait le faire reposer aujourd'hui sur la police nationale et la gendarmerie nationale. À chaque fois, en fait, il y a une espèce de bouc émissaire. Et en effet, alors les politiques sécuritaires, malheureusement, on n'a jamais vu une vraie politique sécuritaire vraiment digne de ce nom, puisqu'on est toujours dans une ambivalence prévention et répression. Et en fait, du coup... Mais il faut les deux, c'est ce que vous disiez. Oui, mais du coup, on fait de l'eau tiède. C'est-à-dire qu'on n'a jamais encore ouvert le robinet d'eau chaude. Peut-être qu'un jour, on va avoir des politiques qui vont avoir une vision claire et stratégique, et surtout sur du long terme. Parce qu'on paye aussi les politiques court-termistes avec des changements politiques assez fréquents en France. Alors moins qu'en Italie ou dans des gouvernements où les gouvernements changent sans cesse, mais quand même on n'arrive pas à avoir un fil conducteur. Là, il y a le Beauvau de la sécurité. C'était ma question justement. Ce Beauvau de la sécurité, est-ce que vous êtes satisfait de l'orientation qu'il prend ? Oui, notre organisation, qui est la première organisation syndicale de France chez les gradés et gardiens, a réclamé ce Beauvau de la sécurité, mais on va être très vigilant sur la période conclusive du mois de mai, normalement, si les délais sont respectés par le président de la République, parce qu'on ne laissera pas cette montagne accoucher d'une souris. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire des Grenelles, des Beauvaux de façon tous les 2-3 ans. Donc là, il faut absolument que de ce Beauvau sorte
non pas la fumée blanche comme quand on élit le pape, mais Ce ne soit pas une pommade appliquée. Voilà, hein, on pourra pas faire de l'homéopathie, il va falloir faire là de la chirurgie, parce que sinon on va remettre le métier sur l'ouvrage dans 1 an ou dans 2 ans. Donc ça veut dire par exemple qu'il faut absolument une loi d'orientation et de programmation, ce qu'on appelle la LOPSI dans le langage un peu, dans le jargon un peu techno. Elle est prévue à l'issue de ce Beauvau de la sécurité. Elle est prévue, on la demande pour un début 2022, mais que ça soit contraignant, parce qu'on a aussi connu des protocoles d'accord, des lois qui ne contraignaient pas l'État et qui du coup repoussaient en fonction des priorités, qui n'abondaient pas les budgets suffisamment pour mettre en place ce qui est prévu. Donc ça va être aussi un devoir de vigilance de chacun d'entre nous pour que ce qui va être décidé à l'issue du Beauvau puisse, parce qu'encore une fois, quand la police demande des moyens, c'est ce que je dis souvent sur les plateaux de télévision, c'est pas pour faire plaisir aux 139 000 policiers ou aux 100 000 gendarmes, parce que ce qu'on fait, le travail que l'on fait au quotidien, c'est pour la population. Moi, je suis un gardien de la paix, on est là pour garder la paix publique, et des fois pour la rétablir, mais si on pouvait le faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de la rétablir et juste de la garder dans un même périmètre, ce serait très bien. Mais ce qu'on fait, nous, c'est pour la population, c'est la protection des biens des personnes. Justement, il avait été reproché à ce Beauvau de la sécurité de ne pas faire participer assez de citoyens pour justement retisser ce lien entre la population et les policiers. Vous le regrettez aussi ? Alors, il y a eu un choix, en effet, d'avoir une certaine expertise, parce on aurait pu faire, en effet, un tirage au sort comme la Convention citoyenne, on aurait pu faire venir un tirage au sort. Là, sur les différents groupes de travail que je peux suivre tous les 15 jours, on a des personnalités dites qualifiées, mais qui ne sont pas issues de la sphère police. Hein. On a des chefs d'entreprise, on a des DRH, pour parler de l'encadrement. Donc, il n'y a pas un entre-soi, selon vous, dans ce Beauvau de la sécurité ? Onesta, qui est un sportif de haut niveau, qui fait partie de ces voilà, tout à fait, de handball. Donc on a des personnalités civiles. Alors ça va peut-être pas assez loin. Est-ce que des personnalités d'associations qui œuvrent dans ces quartiers, ça aurait été une bonne chose peut-être de les... Alors on a la défenseur des droits, par exemple. Je pense qu'on a des responsables d'associations, mais ça va, comme on a des chantiers tous les 15 jours, les fameux péchés capitaux, chaque péché capital a donc son groupe de travail. Donc là, pour l'instant, on avait plutôt des personnalités qui ont déjà des expertises dans le monde de l'entreprise ou dans leur métier de manager, comme un entraîneur d'équipe de handball. Mais ça n'est pas fini, ça se finit fin avril. Donc on va laisser la chance au Beauvau, mais on sera très vigilant, parce qu'encore une fois, ce qui va sortir de ce Beauvau, ça va être une chance, pas seulement pour la police, mais aussi pour la population, puisque mieux de police, c'est aussi plus de sécurité au quotidien. Merci en tout cas à tous les cas d'avoir participé à cette émission. On aurait beaucoup de choses encore à rajouter sur le sujet. Jean Garrigue, Benjamin Morel et David Guiraud. Il faut que les choses se passent comme ça. C'est important. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Moi je vous retrouve à 17h pour un nouveau débat. Restez bien avec nous sur CNews. L'info se poursuit.